Alors, bienvenue à ce triple événement. Merci. Alors, il y a des gens qui arrivent, doivent repartir, d'autres qui vont arriver. Alors, comme on fait un triple événement, comme vous savez, c'est aujourd'hui au CELAT la remise de la médaille Luc Lacourcière. Et ensuite, nous allons procéder à un lancement collectif et ensuite souligner le départ à la retraite de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Il arrive, là, tu as entendu quelque chose, un pas? Donc, Gervais. Alors, on va commencer maintenant. J'ai quand même quelques mots à vous dire concernant l'historique de la médaille. Pour certains, c'est quelque chose de très connu, mais pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, particulièrement chez nos étudiants. Vous savez que la médaille Luc Lacourcière remonte à une tradition lointaine, mais pas si lointaine, donc qui commence en 1978, c'est-à-dire au moment où, en fait, 3 ans après que la chaire de recherche, déjà en 1978, il y avait des chaires de recherche, des archives de folklore de l'Université Laval étaient transformées en centre de recherche, c'est-à-dire le centre de recherche que nous sommes aujourd'hui, mais qui a énormément évolué, comme on le sait. Donc, le CELAT décidait à ce moment-là de perpétuer, si on peut dire, et de célébrer la carrière et la mémoire d'un ingrat humaniste, d'un chercheur, d'un scientiste et d'un homme de lettres qui avait inspiré des générations de chercheurs et d'étudiants. Donc, depuis ce temps, le CELAT est dépositaire à la fois de la médaille et de la mémoire. Et aux 2 ans, il y a un comité interdisciplinaire, il y a un comité, disciplinaire, c'est-à-dire composé principalement, on pourrait dire, de professionnels de l'ethnologie, donc peut-être qu'on en saura un peu plus tout à l'heure, qui examinent des ouvrages qui sont soumis à ce comité et qui choisissent un récipiendaire. Je veux dire quand même quelque chose d'intéressant, au-delà des années, le prix a évolué, un peu comme le CELAT aussi, puisque les premières années, on remettait des ouvrages, je dirais, dans la tradition plus purement folklorique de l'ethnologie. Et ensuite, ça s'est transformé. Et tout d'un coup, il y a des historiens qui ont reçu la médaille. Et maintenant, il y a des anthropologues. C'est assez varié. Et cette année, on ne sait pas exactement. Et c'est passé aussi je dirais, le premier prix, hein, c'était le parler particulier de l'île aux grues. Et le dernier qui a été remis en date, c'était pour l'ouvrage de Madeleine Pastinelli, son ouvrage concernant la sociabilité sur Internet. Alors, vous voyez qu'on fait bouger les objets. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre vice-recteur à la recherche, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Saya. Je ne veux pas être très long, je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je pense qu'il y a beaucoup d'événements. Merci beaucoup, premièrement, de m'accueillir dans votre centre de recherche. Ça me fait plaisir de vous voir. J'ai fait une tournée d'aller voir certains instituts, tout ça, mais on n'a pas comme il y a 38 ou 40 centres de recherche, on ne pense pas pouvoir faire le tour, mais quand on se fait inviter, c'est avec plaisir qu'on se rend dans un centre de recherche. Alors, c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous pour la remise de cette médaille, la médaille Luc Lacourcière. Comme Mme Saillant le disait, le CELAT, qui est un centre de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, a été créé en 1975 et c'est juste finalement de la transformation de la chaire fondée par M. Lacourcière en centre de recherche. J'aimerais souligner un grand succès. En mai dernier, le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, à cette époque-là, il ne s'appelait peut-être pas encore sous ce vocable-là, mais le FQRSC maintenant, confirmait le renouvellement de la subvention pour les 6 années à venir. Alors, bravo. Cette demande de renouvellement a occasionné plusieurs réflexions autour de l'avenir du CELAT, ainsi que de nombreuses heures de travail. J'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé au FQRNT, qui était associé de près au FQRSC, et j'ai été ceux qui ont travaillé à la première version du fameux E-regroupement. C'était le prix. J'étais encore là quand on a parti le deuxième outil, mais je pensais que ça allait bien. Peut-être si j'étais resté, ça aurait eu du bon sens, mais je n'étais plus là pour m'en occuper. Donc... Vous allez dire, vous n'aurez pas toutes nos félicitations. Non, mais j'étais... non. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose peut-être là-dessus. La première version, là, vous n'étiez pas en renouvellement, mais c'était à l'automne 2017, quand je rentrais au FQRNT.
Et là, ils nous ont dit, les informaticiens, on a du retard, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'étais assis avec Lynn Sauvageau, là, qui était la vice-présidente à l'époque, et les présidents, M. Babin, M. Prémont. Puis là, on dit, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on... Ça, c'est le genre de décision qu'on a à prendre. Est-ce qu'on continue, genre continue dans notre erreur, là, comme dirait ma femme, là, tu sais, je fais souvent ça, continue dans notre erreur. Est-ce qu'on continue parce qu'il y a déjà des gens qui avaient rempli les bases de données, puis on dit, si on arrête ça, qu'on revient un papier, ils ne seront pas contents. Fait que les informaticiens nous ont assuré, pas de problème, au mois de décembre, ça va rouler, ça va fonctionner. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé, et ils n'ont pas été capables de faire un deuxième volet, mais ils sont en réflexion pour savoir si on va continuer avec l'outil ou non. Je reviens au propos, excusez-moi de l'aparté. Donc, bravo, vous avez renouvelé avec beaucoup d'efforts, j'en suis certain, pour remplir cette fameuse base de données-là. Et la thématique de recherche du centre se consacre pour sa programmation 2011-2017 à l'étude des formes du vivre ensemble générées par la pluralisation croissante de la société québécoise. Il y a 4 axes de recherche, soit interculturalité, récit et mémoire, patrimoine et performativité culturelle. Donc, il faudra qu'on m'explique c'est quoi. Là. Moi, je fais des études de performance, mais moi, c'est des systèmes de téléphonie cellulaire, c'est pas de la culture. Le rayonnement international du CELET est assuré grâce aux 29 membres réguliers du centre, aux postdoctorants et aux étudiants de 2e et 3e cycle affiliés, ainsi qu'aux nombreux collaborateurs à l'étranger. Alors, c'est vraiment un centre qui a de l'importance avec 29 membres réguliers. Le CELET poursuit sa vocation d'excellence en développant sa compétence dans l'innovation scientifique et technologique et devient ainsi un pôle d'attraction incontournable dans le champ des sciences de la culture. Les orientations de recherche mises de l'avant par le CELET rejoignent aussi particulièrement 3 des grands thèmes identifiés dans le plan de développement de la recherche de l'Université Laval pour la période 2010-2014, de tout dernier plan, sur le thème culture et création. Les approches innovatrices de mise en valeur du patrimoine bâti, du patrimoine matériel et des espaces naturels, ça c'est le premier. La recherche-création faisant intervenir le développement ou l'utilisation de nouvelles technologies ou de nouveaux matériaux, c'est le deuxième. Et l'histoire du Québec et du Canada, sa culture, son patrimoine et ses différentes formes d'expression. La programmation du centre rejoint également le thème éducation et société. Je rappelle qu'il y a 5 grands thèmes dans notre plan de recherche. Et donc, dans ce deuxième thème-là aussi, il y a certaines des activités du centre qui sont sous la thématique éducation et société. En fait, le CELAT se retrouve dans de nombreux secteurs de notre plan de recherche et de développement de la recherche. L'Université Laval est fière de soutenir ce centre interdisciplinaire et interuniversitaire qui ne cesse d'entreprendre de nouvelles missions. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Peut-être pourrions-nous accueillir M. Pinson, vice-doyen à la recherche à la Faculté des Lettres. Merci infiniment. Je commencerai en disant que je ne fais pas partie du regroupement. Donc merci au CELAT, donc merci à sa directrice qui m'invite à prononcer quelques mots à l'occasion de la remise de la médaille et du lancement des ouvrages. Permettez-moi de vous saluer tous au nom de la direction de la Faculté des Lettres, de son doyen Thierry Belguy qui vous salue tous et qui est à l'étranger actuellement. Le CELAT et la Faculté des Lettres ont une longue habitude de vie commune qui est vieille de plus de 30 ans. Monsieur Fortier a refait un peu l'historique du centre, là vous l'avez bien entendu. Et cela c'est bien grâce à l'action de Luc Lacourcière, qui fut professeur dans les départements d'histoire et de littérature. Autour de sa mémoire, nous sommes donc au cœur de notre mission scientifique et sociale entre recherche et formation. Bon, bien entendu, nos pratiques de chercheurs, d'enseignants ont beaucoup changé depuis, mais elles restent ancrées au CELAT et à la faculté. Et elles restent surtout ancrées dans notre faculté et au CELAT, cette volonté de maintenir une recherche et un enseignement de qualité dans le domaine des humanités, des études anciennes, de l'ethnologie, des lettres, de la création notamment. Je pense que le CELAT fait partie de ce rayonnement multidisciplinaire qui caractérise notre faculté, mais aussi la faculté des sciences sociales et les institutions partenaires du centre. Je voudrais donc en profiter pour rendre hommage au CELAT, comme l'a dit le vice-recteur à l'instant, pour ce long processus qui l'a conduit à obtenir le renouvellement de sa subvention. C'est une immense, excellente nouvelle, parce qu'on sait combien le cheminement est ardu, il est complexe, il exige de faire un travail au niveau de la direction, de la coordination également, et de mettre en commun tout ce travail, toutes ces données, donc c'est lourd.
On sait par ailleurs que les budgets de la recherche sont minces, donc le concours a été relevé, mais donc félicitations, donc c'est acquis pour ces prochaines années. Les efforts sont récompensés et les chercheurs ont désormais un horizon un peu dégagé pour entreprendre et poursuivre leur mission, qui, bon, celle de faire de la recherche et d'encadrer notamment les jeunes chercheurs qui trouvent dans un centre vraiment un lieu d'épanouissement exceptionnel. La vitalité du centre, elle est manifeste. Plusieurs colloques en font preuve. Récemment, le colloque de Jocelyn Litourneau, le prochain colloque de Laurier Turgeon en Haïti, des parutions abondantes qu'on va souligner dans un instant. Il y a constamment le souci, on le sent, de maintenir une infrastructure de qualité. Récemment, je sais, le CELAT a regroupé son infrastructure de recherche et de laboratoire sous le cycle CELAB. Donc on sent que le centre est actif et qu'il est rayonnant. J'aimerais dire bravo à Francine Saillant. C'est la médaille de Voilà. c'est pas... Oui, mais je vais quand même prendre, je dirais un mot, mais je dirais quand même un mot sur votre travail, parce que je sens chez vous une qualité exceptionnelle dans la façon que vous dirigez, donc dirigez ce centre. Je sais que vous avez des attentes élevées pour la place des sciences humaines et sociales dans un monde qui les fragilise. Je pense que c'est l'objet de la toute récente publication là, que vous proposez. Vous plaidez très justement pour ce que vous appelez les savoirs profonds sur la culture. L'expression est plus que belle, elle est réelle sur ce que nous voulons pratiquer dans un centre comme celui-ci. Mais je voudrais aussi rendre hommage aux qualités humaines de Francine. Je sens en elle des qualités de sensibilité très particulières, un désir de faire travailler les chercheurs ensemble, de créer une ambiance pour favoriser la bonne entente, l'échange fécond entre les chercheurs. Et ça, si vous me permettez, c'est le véritable vivre ensemble que vous avez voulu mettre en œuvre ici. Et ça donne des résultats parce que finalement, c'est la base. On a peu l'occasion de le souligner dans nos institutions, mais il y a ce travail humain derrière qui est très important et qui permet de mettre les efforts en commun. Sinon, un centre n'aurait pas de sens ou ne tiendrait à rien, en fait. Et c'est ce liant social qui est extrêmement important. Et je trouve intéressant que ça se retrouve aussi bien dans l'action de sa directrice que dans les axes qui parlent abondamment donc, du vivre ensemble. Donc, je voulais insister là-dessus. Évidemment, il faut féliciter par avance le lauréat de la médaille Luc Lacourcière. Le ou la lauréate, on verra. Hein. Moi, je sais, mais... Francine a rappelé l'historique de ce prix, qui récompense donc un ouvrage sur la période, pour cette année, 2009-2010. C'est la 21e remise, je pense que vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est donc une tradition. Depuis l'origine, donc, cette médaille souligne l'excellence de travaux novateurs, ouverts au croisement des disciplines. À l'origine, donc, elle a un fondement évidemment profondément ethnologique, si on peut le dire ainsi, mais comme vous l'avez résumé, elle est en train de s'ouvrir à d'autres disciplines, à la culture. Elle s'interroge, elle permet, de souligner les travaux exceptionnels dans des recherches qui sont plus transversales et qui ouvrent l'horizon et l'intérêt de la recherche. Donc bravo à ce ou cette future lauréat ou lauréate, on verra bien. Bravo également à tous ceux qui ont l'honneur et surtout le plaisir de voir enfin leur bébé sur la table ici. Donc vous pouvez vous procéder donc au lancement de ces ouvrages. C'est un très bel événement. C'est toujours une grande fierté lorsqu'on est auteur et chercheur de publier. Je félicite la communauté du CELAT. Je vous souhaite longue vie au centre, mais je pense que la longue vie est assurée. Et donc, je vous souhaite un bel événement. Merci. Merci. J'inviterai M. Yves Bergeron, qui présidait le comité cette année. Oui, merci Francine. Alors, c'est toujours un plaisir de présider un jury comme celui-ci, la médaille Luc Lacourcière. D'ailleurs, je me remémorais en arrivant des souvenirs parce qu'à l'époque où j'étais étudiant et je commençais à étudier ici en ethnologie, Luc Lacourcière, on le voyait à l'occasion, il avait encore un bureau ici juste à côté. Et le temps efface parfois aussi la mémoire et on oublie que Luc Lacourcière a été, c'est vrai, on l'a souligné tantôt, un des grands professeurs à l'Université Laval et un des premiers professeurs à rayonner à l'international. Son influence était considérable dès la fin des années 40. Hein. C'est quand même à souligner.
Le jury cette année était formé de professeurs en ethnologie et de professionnels ethnologues, donc Philippe Dubé, ici de l'Université Laval, Habib Saïdi, aussi du programme, et Cécile Génina, qui est ici ce soir, qui dirige le musée ethnologue, bien sûr, et qui dirige le musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, et Hélène Dionne, qui a longtemps travaillé au service de la recherche au Musée de la Civilisation, maintenant qui est responsable de l'édition au Musée de la Civilisation, et bien sûr ethnologue. Alors, oui, j'évoquais le plaisir aussi de lire tous les ouvrages qui sont soumis au jury, et c'est toujours difficile de partager les auteurs. Et cette année, le jury a fait consensus autour d'un ouvrage collectif. Alors, vous devinez un peu. Donc, il s'agit des Jésuites et l'esclavage, Loyola, donc, dont les auteurs, Régina Lauger, Yannick Leroux notamment. Alors, toutes nos félicitations. Le jury a reconnu l'excellence de l'ouvrage, la préoccupation aussi pour croiser les disciplines et la qualité en même temps de l'interprétation. Il y a un véritable effort dans cet ouvrage de médiation de la recherche fondamentale et c'est absolument remarquable et donc le jury était très heureux de vous accorder ce prix. Merci. Merci beaucoup. Et vous, vous avez quelques mots à nous donner. Ok. Je vais profiter de mon petit affaire. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de tel honneur. Je suis très fier, en fait, puisque c'est une médaille qui porte, en fait, qui est décernée pour les ouvrages en ethnologie. En fait, ça correspond aussi bien à ce que je vise en archéologie, c'est-à-dire que c'est un ouvrage collectif, je travaille collectivement. Il y a deux auteurs qui sont très importants, notamment Yannick Leroux, mon collègue de la Guyane, et l'autre collègue, Nathalie Cazelle également, qui a travaillé sur ce projet-là. C'est un livre, en fait, lorsqu'on a commencé à travailler sur cette publication, ça représente en fait 10 ans de recherche à l'habitation Loyola en Guyane. 10 ans de recherche, ça veut également dire, sans faire de jeu de mots un peu trop bête, c'est beaucoup de sueur lorsqu'on travaille en Guyane pendant 10 ans. Et il y a également plusieurs étudiants de l'Université Laval qui sont passés par la Guyane, une quarantaine d'étudiants de premier cycle, certains qui sont passés 2 et même 3 fois. C'est également 7 maîtrises qui ont été terminées, 3 doctorats qui sont en cours également. J'aimerais également souligner la présence d'Alison Bain ici, qui est ma collègue en archéologie à l'Université Laval et qui elle-même dirige donc des étudiants en archéologie environnementale du côté de la Guyane et qui a elle-même donc travaillé quelques saisons en Guyane. Donc voilà pour l'ouvrage qui est un mélange d'histoire et d'archéologie. En fait, ce qu'on voulait en commençant ce livre-là, c'était pas de faire un livre pointu en archéologie, mais plutôt un livre à mi-chemin entre plusieurs disciplines. Je vois mon collègue Marcel Moussette qui est ici, qui était vraiment une inspiration également dans ce genre d'écriture. En fait, on a souvent discuté de l'écriture de l'archéologie qui est souvent à mi-chemin entre ethnologie, histoire et plein de disciplines. Donc, c'est ça le livre. C'est un livre grand public. Vous n'y trouverez pas pour les avides de la composition physico-chimique de la céramique. Vous n'y trouverez rien à ce sujet dans ce livre-là, malheureusement. J'aimerais donc remercier les membres du comité. Je sais que le travail qui est impliqué dans l'évaluation de plusieurs volumes, donc merci beaucoup aux membres qui ont été nommés. Puis en fait, cette recherche a été, cet été, un bon matin, je me suis réveillé et je me suis dit, mon Dieu, ça fait 15 ans que je travaille en Guyane. Lorsque j'ai commencé ça, partant de la terre de Baffin pour me retrouver en Guyane, je ne m'attendais pas d'être là pendant 15 ans, croyez-moi. Donc, ça faisait 15 ans cette année que j'étais là. Donc, le travail a été beaucoup financé, subventionné par notamment le FQRSC,
Également, merci à tous vos collègues, M. Fortier, une équipe de recherche à FQRSC, en fait. Également par le ministère de la Culture de la France, qui a également appuyé ce projet-là, par la Direction régionale des affaires culturelles de la Guyane. D'ailleurs, j'aimerais terminer là-dessus en disant que la publication de ce livre a été rendue possible grâce à une subvention justement du ministère de la Culture. Et j'aimerais également remercier Mme Drapeau des presses de l'Université du Québec pour avoir accueilli ce manuscrit et je dirais aussi faire part de beaucoup de générosité face à la présentation de ce volume. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais tout simplement introduire la deuxième partie de notre petit événement. Je regarde Célia. Est-ce que les choses ont été découvertes? Elles le sont. Elles le sont? Bon, donc je dis ce qu'on a dit. S'il y a des gens qui sont affamés ou assoiffés, vous pouvez délicatement et discrètement aller derrière et vous servir aux besoins, mais pour ne pas allonger trop la chose, on a décidé d'enchaîner. Donc, on passe à la deuxième partie de notre événement, c'est-à-dire au lancement collectif. Un certain nombre d'auteurs sont parmi nous, ils ne sont pas tous là. Donc, on va plutôt souligner de façon plus précise les ouvrages des auteurs qui sont déjà parmi nous. Et on a choisi un ordre alphabétique pour inviter les auteurs, je vois quelqu'un pour inviter les auteurs à venir donner 2 ou 3 mots, hein, quelque chose de très court concernant leur ouvrage. Donc, la première personne serait Agnès Blais. Et moi, je change de rôle maintenant. Je ne sais pas trop comment faire ça parce que c'est la première fois que je publie un ouvrage, donc voilà, qui s'intitule « Une ONG en Russie post-soviétique ». D'emblée, bien sûr, je voudrais remercier Francine Saillant pour son ouverture d'esprit très grande et puis pour toutes les chances qu'elle m'a données de m'épanouir intellectuellement et aussi plus. Et aussi Bogumil Jusevski-Kos, qui était mon co-directeur de maîtrise, qui m'a beaucoup éclairé par ses réflexions. Et bien sûr, Alexandre Sadetsky et Tatiana Mogilevskaya, qui ne sont pas là, mais qui dirigent le Centre Moscou-Québec et qui m'ont permis de faire 2 séjours à Moscou assez longs, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, je peux vous résumer un peu le livre, vous en parler un peu. C'est un livre qui plonge au cœur de la Russie d'aujourd'hui, donc la Russie post-soviétique, à travers l'histoire et les actions d'une organisation non gouvernementale russe. Donc, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça entraînait comme bouleversement, puis qu'est-ce que ça générait comme lutte, de passer d'une solidarité qui était encadrée par l'État à une solidarité issue de la société civile. Qu'est-ce que ça signifie une ONG dans une société où, avant la chute du régime soviétique, donc avant 1991, il n'y avait pas d'organisation indépendante du pouvoir? C'est donc une étude de cas d'une ONG. Je crois que les anthropologues peuvent apporter une grande contribution à la compréhension à la fois à travers ce cas, à la fois de la société russe, mais aussi de la nôtre et plus globalement un peu de la chaîne de l'aide internationale, depuis ce que les grandes organisations internationales comme l'UNICEF ou des fondations privées étrangères financent, jusqu'à l'insertion de leurs programmes et méthodes dans des dynamiques nationales et locales. À l'époque soviétique, le logement était fourni par l'État, l'éducation et les soins de santé aussi. Avec le passage au capitalisme, il y a des inégalités qui se sont creusées et c'est à ce moment qu'est apparu le problème des enfants en situation de rue. Donc l'ONG russe NAN, qui est l'ONG étudiée ici, c'est un acronyme qui veut dire non à l'alcoolisme et à la toxicomanie,
est née en 87, au moment de la perestroïka gorbatchevienne, qui laissait un peu plus d'espace de liberté, d'association. Elle a été créée par un groupe de psychiatres en désaccord avec la psychiatrie soviétique. Et c'est une ONG qui a commencé par créer un premier foyer pour enfants de la rue, puis un centre de réhabilitation pour enfants adolescents aux prises avec des problèmes d'alcoolisme ou toxicomanie. Et aujourd'hui, elle lutte pour l'établissement d'une justice plus ouverte, une justice pour les mineurs et pour les droits des enfants. Il faut savoir que le gouvernement russe exerce un contrôle étatique fort sur les ONG, une grande pression bureaucratique surtout. Et donc, les membres de l'ONG ont dû développer des formes de coopération stratégique avec les différentes structures étatiques, le gouvernement municipal, la police, mais aussi le ministère de la Santé, où c'est pas tous les gens au ministère de la Santé qui sont d'accord avec les pratiques de l'ONG. Moi, j'ai aussi inséré dans ce livre des chroniques qui sont issues de mon journal de terrain, puis qui offrent un point de vue plus réflexif. Je crois que c'était important de le faire parce que ça amène des portraits personnels pris sur le vif, qui transmettent le contexte et l'ambiance moscovite, mais aussi ça traduit un peu ce qu'un étranger comme moi peut considérer comme de l'exotisme, mais là, c'est expliqué et puis c'est clair comme ça. Donc je crois que c'est un livre qui va intéresser ceux qui veulent connaître la Russie, mais aussi puis avec un regard subtil depuis la base. Ceux qui s'intéressent évidemment au monde des ONG et ceux enfin qui s'intéressent aux soins de santé dans le domaine de l'alcoolisme, de la toxicomanie et ceux aussi qui s'intéressent aux droits humains. Merci. Alors, merci beaucoup Agnès. J'inviterai maintenant Camille Brisset à venir nous parler de son ouvrage. Et son ouvrage s'intitule Vieillir et vieillissement. Puis je tiens à dire que si vous ne voulez pas vieillir trop, le vin est derrière vous. Il paraît que c'est très bon pour la santé. Donc je vous en prie, servez-vous. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier le CELAT pour cet événement et féliciter donc le lauréat pour son prix. Je suis ici pour vous présenter donc ce livre, Vieillesse et vieillissement, vulnérabilité et regard croisé. En fait, autant ce livre a été rédigé, ce livre est un ouvrage collectif qui a été mis en cours avant mon arrivée au CELAT. Je suis stagiaire postdoctorale sous la direction d'Yvan Leanza. Et c'est en fait l'aboutissement d'une aventure entre plusieurs doctorants de l'Université de Bordeaux en France, qui a été fait en collaboration avec deux des écoles doctorales, donc Humanité et Sciences sociales. À savoir qu'une école doctorale en France, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le système, c'est en gros une structure qui va accompagner les laboratoires dans la formation de leurs doctorants. Et en fait, c'est l'aboutissement de journées scientifiques où la parole a été donnée aux doctorants sur la question de vieillesse. Donc, des historiens sont venus présenter leur façon de voir la vieillesse. Il y avait des psychologues, des gens spécialisés en communication. Et en fait, cet ouvrage donc souligne la nécessité du regard pluridisciplinaire sur la question du vieillissement et s'inscrit donc parfaitement dans la question du vivre ensemble du CELAT. Et souligne la nécessité justement de combiner ces regards-là pour comprendre, d'aller au-delà du système biomédical qui voit la vieillesse comme quelque chose d'assez négatif et de prendre davantage en compte toutes les questions de culture, de contexte, pour justement aider la population vieillissante à mieux vieillir. Et je vous remercie. J'inviterai maintenant Michel Daveluy à venir présenter son livre qui n'est pas encore complètement sorti, mais qui en tout cas promet d'être sorti sous peu. Il est tellement chaud. C'est bien ça. Pas avec moi. Bonsoir tout le monde. Le livre
que je veux vous présenter et qui existe, oui, il existe bel et bien. Il est en route parce que, comme moi, il est en transition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis relativement nouvellement arrivée à l'Université Laval. Je suis au département d'anthropologie depuis janvier et le livre dont il est question s'intitule Humanizing Security in the Arctic. Et c'est un livre, ce sera le dernier livre que j'aurai sur lequel j'aurais travaillé de l'Université de l'Alberta où j'étais auparavant. C'est mon livre de transition, comme je l'appelle. Et c'est un ouvrage collectif qui était prémonitoire dans la mesure où je l'ai coédité avec un post-doctorant que je dirigeais, en autant qu'on dirige un post-doctorant, que je commanditais, comme on disait à l'Université de l'Alberta, qui s'appelle Francis Lévesque, que plusieurs d'entre vous devez connaître. C'est un ancien du département d'anthropologie de l'Université Laval. Et il travaille maintenant à la nouvelle chaire industrielle sur le développement durable. Donc, c'était prémonitoire de coéditer ce livre avec Francis Lévesque et Jeanne Ferguson, une de mes étudiantes. C'est un ouvrage collectif qui traite de la question de la sécurité dans le Grand Nord. Nous avions réuni une trentaine de participants à Edmonton dans le cadre d'un séminaire biannuel organisé par le réseau IPSAS, International PhD School for the Studies of Arctic Societies. Et voilà, nous avons abordé la question de la sécurité du point de vue des gens, avec les points de vue de plusieurs Inuits représentés dans le livre. La photo est très belle. Sur l'affiche, vous pourrez voir, elle est toute petite, mais elle est là. Et je vous assure, le livre est pris entre là et ici. Et dès que j'en aurai des exemplaires, il me fera très plaisir de vous en offrir une copie. Je remercie Francine de m'avoir inclus. Maintenant que je fais partie du CELAP, mais pour moi, c'est un honneur de pouvoir faire la transition de cette façon-là. Merci. Alors maintenant, je fais ma propre promotion. Donc, je voulais vous parler en fait d'un livre que j'ai dirigé qui s'appelle « Penser et pratiquer l'esprit du lieu », qui regroupe 16 articles, 11 en anglais, 5 en français, qui sont issus du Forum des jeunes d'ICOMOS que nous avions organisé en collaboration avec l'IPAC en 2008 et qui avait rassemblé plus d'une centaine de jeunes chercheurs, suite auquel il y avait eu un appel à communication de fait et 16 auteurs ont été retenus pour participer à cet ouvrage. Donc, penser et pratiquer l'esprit du lieu. Donc, nous prenons bien sûr le terme esprit du lieu et nous le travaillons dans toutes ses facettes. Il y a 4 parties en fait. En première partie, c'est beaucoup des réflexions sur l'interprétation de l'esprit du lieu. Ça nous amène dans des endroits aussi divers que l'Indonésie, le Liban et même dans le temps en Mésoamérique. En deuxième partie, nous nous intéressons plutôt aux représentations architecturales. Il y a une étudiante du CELAT à l'UQAM qui a collaboré ici à l'Arctique sur les sites d'art rupestre. On va également en Norvège. On s'en va également au Palais des Tuileries à Paris. Vous verrez, c'est très divers. Après ça, dans une troisième partie, nous parlons des menaces liées à l'esprit du lieu, notamment les sites en danger au Pérou, également dans les musées, notamment à Rome, où l'esprit du lieu peut être menacé, à Katmandou, au Népal, également au Pakistan. Et dans une dernière partie, que fait-on de l'esprit du lieu quand il n'y a pas de support matériel? On s'interroge ainsi au patrimoine immatériel dans les musées en Angleterre, au mur de Berlin, qui a forcément disparu, également à Taïwan, aux monuments de guerre, et enfin au patrimoine culturel sous-marin, notamment en archéologie. Donc plusieurs articles très divers qui nous amènent à travers le monde. Ce sont des jeunes chercheurs très prometteurs. Sincèrement, ce n'est pas parce que je les ai dirigés, mais vraiment parce qu'ils le sont. Et en bonus, vous avez un DVD à la fin sur un projet que nous avions dû mener en 2008 pour représenter l'esprit du lieu en 3D. Que des jeunes chercheurs qui avaient participé à ce projet-là, et nous avions eu l'accord des Ursulines pour aller dans leur corridor de pierre, qui est un passage
réservé. Normalement, aucun public n'a le droit d'y aller. Nous avons pu y accéder et faire intervenir une Ursuline dans un monde en 3D qui est ici présenté en 2D sur le DVD. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce livre. Je vous remercie beaucoup et j'inviterai maintenant le suivant qui est Michael Lachance. Moi, je suis prévalu d'un verre de vin. Je pense que prenez 5 minutes d'aller à la table ici, ou peut-être la suite, je ne sais pas. Enfin, peut-être que c'est la nature du propos qui requiert une gorgée. Voilà, donc écoutez. De Kooning malgré lui, voilà, c'est un roman donc, qui part d'un intérêt pour le peintre de Kooning qui, vers la fin de sa vie, était atteint de démence, tant et si bien qu'on s'est dit ce qu'il peint n'est plus la peinture, parce qu'il ne sait pas qui s'appelle de Kooning, il ne sait plus ce qu'il fait, et d'autres gens, bien sûr, et peut-être des gens très bien versés dans les arts, justement, ont dit, tout le temps qu'il ne sait pas qui il est, il fait vraiment de l'art. Et donc je suis intéressé, si vous voulez, à cet espace mental qui est l'atelier dans lequel les décisions de chaque instant se prennent, lorsqu'il s'agit du pinceau, de la couleur, de la toile, mais aussi d'un dialogue avec, si vous voulez, les auteurs, l'histoire de la peinture, mais aussi la littérature, dans la mesure où ce personnage dément entre dans une forme de dialogue imaginaire avec des personnages, dont un qu'il aurait, donc bien sûr, conditionnel, qu'il aurait rencontré au Monte Cassino, lorsqu'il aurait participé à la bataille de Monte Cassino, quelques semaines avant la destruction de l'abbaye en Italie, qui rappelle pour moi, enfin, en termes de, si vous voulez, de catastrophe, qui serait très importante, quelque chose qui préfigure dans une image, si vous voulez, littéraire du désastre, c'est-à-dire comme un nuage de cendres qui ne retombe jamais, ce que l'on a connu avec le 11 septembre. Il y a aussi quelque chose de très amusant qui est apparu dans mon intérêt pour Monte Cassino, c'est que j'ai découvert que le philosophe Wittgenstein avait été retenu prisonnier justement à Monte Cassino, enfin à Monte Cassino, mais à Cassino, juste en dessous de la grande abbaye. Et que donc il y a eu une espèce de transfert dans le temps entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sans parler du transfert qu'il y a entre la Deuxième Guerre mondiale et l'époque à laquelle le vieux de Kooning, dans son atelier de Montauk, essayait de retrouver ce qu'il en était du projet de la peinture, c'est quoi peindre, c'est quoi écrire, c'est quoi penser. Et donc, sous ce roman, il est récent, si vous voulez, il fait état de quelque chose de très récent, l'expressionnisme abstrait de de Kooning, mais en même temps, cette référence au Monte Cassino, des dialogues avec le prélat principal du Monte Cassino, avec la possibilité de retrouver le texte original de la règle, donc la règle monastique qui a gouverné, qui a été, si l'on peut dire d'une certaine façon, le modèle du vivre ensemble à travers des milliers de monastères qui se sont répandus à travers le monde. Voilà. Donc vous voyez, c'est de la fiction, mais si vous voulez, pour reprendre le propos, je pense que c'était Bachofen qui avait dit que quelquefois le romancier peut être l'historien lorsqu'il peut explorer des espaces dans lesquels nous n'avons pas la liste, nous n'avons rien, que seule l'imagination peut faire revivre quelque chose, peut-être faire partir de cette expérience de projection, nous pouvons reconstruire quelque chose, en tout cas voir ce qu'en était la nécessité de cette existence. De Kooning était une très très grande admiration pour moi. Toute ma vie, j'étais complètement fasciné par la peinture de Kooning. Il y a en ce moment même d'ailleurs une exposition de Kooning au MoMA, je vous invite à y aller, je ne sais pas, avec toujours le même débat, est-ce que c'est de la vraie peinture ou est-ce que simplement une espèce de dérèglement contre la règle, compris ce jeu entre le chaos et la nécessité pour vivre ensemble de nous soustraire, de nous astreindre tous à des règles, des règles, des valeurs transcendantales. Et autre chose que je peux présenter aussi, que j'ai apporté à titre d'information surtout, également dans cet esprit recherche-création, donc cette ouverture, donc c'est un catalogue des rencontres internationales de la performance. Vous avez ici à Québec tous les 2 ans le RIAP, donc c'est un événement important, et sur ce plan international, c'est peut-être le plus gros, enfin je peux en nommer 2, 3 autres, mais enfin, disons qu'on est vraiment à l'avant-garde pour ce qu'il en est de l'accueil qui est donné aux artistes de la performance.
Et ça me fera grand plaisir, monsieur, de développer sur la mathématique artistique. Disons pour le dire en une phrase, c'est là où la description vient actualiser des choses. Simplement. Et donc, nous avons organisé 2 colloques suite au dernier RIAS, donc sous l'égide du CELAT, un colloque qui rassemblait tous les artistes du monde asiatique qui étaient venus se joindre à nous à ce moment-là. Donc chinois, coréens, Singapour, Birmanie surtout. Donc une table ronde où ces gens, c'était extraordinaire de voir comment le fait de se retrouver ici dans cet événement leur permet non seulement de s'adresser à nous et parler de ce qu'il en est de la mouvance, du dynamique artistique dans leur pays, mais de se parler entre eux et consolider des collaborations possibles. Et un deuxième colloque, là j'ai invité une nouvelle membre de cela, Constanza Camdo, à animer cette table, donc sur les artistes de la performance du monde de l'Amérique latine. Donc à ce moment-là, je nomme particulièrement Brésil, Mexique, Chili, je pense que c'est ça, voilà. Donc avec une transcription des interventions. Donc à chaque page, vous avez une présentation de l'artiste. Par exemple, ça c'est un artiste de Birmanie qui a fait une performance où il s'entoure le cou d'un cordage et il démontre comment l'oppression politique est un phénomène extrêmement graduel qui vous étouffe tranquillement sans vous donner la possibilité donc de vous rendre compte comment l'étau, on parlerait de Birmanie, je pense qu'il va besoin de faire un dessin, et tout à la fois de démontrer, d'illustrer plutôt le rôle important des artistes pour rendre compte du climat culturel, politique, humain qui est le nôtre, dans lequel nous sommes réalisés. Donc vous avez pour chaque artiste quelques photos et un texte d'accompagnement lorsque nous avons invité différents historiens, critiques de venir assister à ces représentations et donner des témoignages. Et à la fin, une transcription des colloques avec, vous pouvez imaginer par exemple, pour ce qui en est de la Corée, la Chine, les problèmes de traduction, aussi bien le Mexique, le Brésil, les problèmes de traduction assez extraordinaires. Il y a ce jeu sur le langage qui s'installe à partir du moment où on essaie de comprendre les subtilités, les nuances des propos. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. J'inviterai maintenant Yvan Léanza. On le voit assez bien. Oui, hein, c'est pas moi qui ai choisi la couleur, mais je l'aime bien. Bonsoir, merci beaucoup de me donner cette occasion de présenter ce livre qui s'appelle « Exercer la pédiatrie en contexte multiculturel ». Ça se voit pas bien avec la couleur de la couverture. Ce moment-là me permet de faire le lien entre 2 temps de ma vie. Le livre est publié en Suisse, d'où je viens, et est en fait ma recherche de thèse, que j'ai soutenue il y a déjà quelques temps, mais je ne l'ai jamais lancé en Suisse, puisqu'il vient de sortir, et donc ça me permet de faire le lien maintenant avec ma vie d'ici. Je suis professeur depuis 5 ans maintenant, ici. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le livre retrace ma recherche de thèse, qui a été de suivre une équipe de jeunes pédiatres dans un hôpital, on peut dire multiculturel, puisque plus des 2/3 de la clientèle de cet hôpital était composée, ou est toujours d'ailleurs composée, l'hôpital est toujours là, composé de personnes migrantes en Suisse, dont une grande part ne parle même pas le français, qui est la langue des médecins que j'ai suivis. Ce sont de jeunes pédiatres. En fait, ils n'ont même pas encore le titre de spécialiste en pédiatrie. Ils apprennent la pédiatrie après avoir terminé leurs études. Et je les ai suivis sur plusieurs mois. J'ai observé leur pratique, j'ai beaucoup discuté avec eux, et j'ai aussi analysé le contexte pour donner une image de ce que c'est qu'un hôpital qui se dit interculturel, donner une image de ce qu'est la pratique, une pratique qui se dit interculturelle, mais qui dans le fait est plutôt une pratique de normalisation très forte, et qui met les pédiatres, certains d'entre eux en particulier, dans une tension très forte entre le besoin d'accomplir leur devoir de médecin, comme l'exige leur corporation ou l'hôpital, et puis ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent de ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est un exemple de mise en scène du vivre ensemble dans notre société actuelle. Même si c'est en Suisse, je pense que c'est d'actualité. C'est pertinent pour ce qui se passe ici aussi. Voilà. Merci beaucoup.
J'inviterai maintenant Bianca Drapeau à représenter le livre de Lucica Morissette, qui est ici, voilà. Donc, Lucica, Marie-Ève Breton, qui ont dirigé cet ouvrage collectif, qui s'excusent de ne pas être parmi vous ce soir, qui auraient bien aimé être là. Aux presses, on a toujours un running gag avec Lucie, parce que quand on tente de la joindre, elle est toujours à l'étranger, donc c'est encore le cas présentement. Donc, un ouvrage paru dans une collection qui s'appelle Patrimoine urbain sur la ville et ses représentations. En gros, donc, on parle de la ville telle que les gens qui sont en ville la voient, opposition entre campagne et ville, ville aimée, ville haïe. Donc, un ouvrage abondamment illustré qui, en fait, même pour quelqu'un qui, comme moi, ne travaille pas dans le milieu universitaire, est un livre qui se lit très, très bien. Donc, ouvrage à vous procurer. Merci beaucoup d'avoir pris le déplacement depuis les presses de l'Université du Québec pour représenter le livre. J'inviterai maintenant Francine Saillant pour le livre Le Manifeste de Lausanne. Et j'inviterai, ça sera le dernier livre qui sera lancé officiellement ce soir, mais il y aura un petit bonus, comme toujours, pour un autre livre. J'inviterai Michel Daveluy qui a participé à cet ouvrage à venir là, parce que je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Non, un autre ouvrage, c'est encore une autre affaire. Alors, le Manifeste de Lausanne, c'est une aventure, en fait, d'intellectuels un peu très heureux de l'être et cherchant à affirmer une manière de travailler. Donc, le mot anthropologie ne doit pas faire peur à personne, puisqu'il est question aujourd'hui, tous les ouvrages dont on parle sont des ouvrages faits par des gens venant de différentes disciplines et qui nous interpellent sur la manière de travailler le champ de la culture. Dans chacune des disciplines, il y a des façons de faire, il y a des traditions. En anthropologie, on est en constante interrogation sur nos manières de faire. Et aussi, cet ouvrage veut, d'une certaine façon, redire ce que un certain nombre d'entre nous, un certain nombre d'anthropologues ont dit avant nous, c'est-à-dire réaffirmer le champ de cette discipline, réaffirmer aussi une manière de travailler qui exige beaucoup de connaissances, exige la connaissance de la langue, exige la connaissance du contexte, exige la connaissance de l'histoire, exige la connaissance de la culture vécue, exige la présence aussi sur des terrains très souvent complexes. Et aussi peut faire appel à toutes sortes de manières de faire. Dans le monde qui est changeant, ce manifeste veut d'une certaine façon réaffirmer, non seulement, parce que c'est dit puis c'est pas dit, dans le manifeste, l'importance du travail, de la complexité dans les sciences humaines et sociales. Nous le faisons à partir de l'anthropologie, mais je pense que cet ouvrage peut être lu dans d'autres contextes, dans d'autres disciplines, et interpeller ceux qui s'intéressent aux dimensions profondes de la culture, comme ça a été souligné tout à l'heure. Peut-être que la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est né d'un colloque qui s'est fait en 2007 autour des questions de globalisation, justement, et de culture. Colloque qui a été soutenu par le département d'anthropologie, la faculté des sciences sociales et le CELAT, et qui, à ce moment-là, avait réuni toutes sortes de gens qui étaient très heureux de travailler en français, d'avoir un colloque de grande envergure qui a rassemblé 600 personnes et de le faire vraiment. Et ça a été tellement plaisant qu'on a voulu, pour un certain nombre d'entre nous, continuer à se voir. Et au fond, tous les participants à cet ouvrage sont justement le produit de ce désir de travailler ensemble et de chercher à faire naître un projet international. Donc, je nomme quand même Irène Bellier, Catherine Benoît, Jacques Ladeski, Michel Daveluy, Nicoletta Diazio, Adriano Favole, François Laplantine, Pierre-Joseph Laurent, Joseph Lévy, Raymond Maillard, Stéphanie Nog, des gens qui viennent de différents pays, francophones ou francophiles, et qui cherchent, dans le fond, à nommer justement cette manière nouvelle de faire en anthropologie. Et donc, on est 3 signataires de ce manifeste, et à Paris, là, récemment, où on l'a lancé, on avait des questions, finalement, est-ce un manifeste ou un plaidoyer? Alors, je vais laisser ça à d'autres pour aujourd'hui.
Et donc, il y a un texte de base qui développe un certain nombre de points de vue sur la façon de travailler le champ culturel. Et vous avez aussi une série de mots-clés, une soixantaine de mots-clés, qui ont permis à tous les participants de cette discussion internationale de venir affirmer chacun à leur manière, pas nécessairement à l'unisson. Donc, il y a des contradictions. Hein, sur la langue, par exemple, vous êtes commise. Hein? Oui, je suis commise. Tout à fait assumé. Donc, ces 60 mots-clés qui viennent prolonger, si on peut dire, le travail du manifeste. Et on peut vous dire que nous avons non seulement réaffirmé la chose à Paris, mais nous allons continuer à travailler de cette manière dans les années qui viennent, si les moyens nous le permettent. Voilà. Si je peux me permettre, le manifeste de Lausanne, c'est un exemple de ce qui a déjà été mentionné, des qualités particulières de Francine Saillant de rassembler des gens. À partir d'un colloque où, effectivement, nous avons eu un immense plaisir à pouvoir travailler en français, surtout pour les gens comme moi, qui depuis plusieurs années travaillaient dans une autre langue, elle a été capable de nous garder ensemble, à continuer à travailler après un colloque, ce qui n'est pas rien. Et on a beaucoup réfléchi à comment maintenir les liens entre nous. Mais moi, je tiens à dire publiquement que sans Francine, je pense qu'il y a déjà quelques temps, nous serions tous retournés dans nos quartiers. Et c'était très intéressant la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à Paris, de lancer ce manifeste, enfin un livre qui nous réunissait. En contexte hégémonique. Voilà. Mais je pense aussi que c'est important de dire que la version anglaise de ce manifeste sera lancée à Montréal en novembre, dans le cadre du colloque de la American Anthropology Association, qui en fait est une association américaine, qui pour une des rares fois dans son histoire se réunit en dehors des États-Unis. Je crois que c'est seulement la 2e fois que ça se produit. Et nous aurons à cette occasion la version anglaise de ce manifeste. Et il y aura des versions dans d'autres langues aussi. Oui. Alors c'est un projet qui continue, mais qui en doit beaucoup à Francine. Merci. Alors, bonne lecture. Donc, ceci vient clore le lancement officiel des ouvrages. Maintenant, nous avions quand même retenu 2 autres ouvrages que nous voulions présenter brièvement pendant que vous vous servez un verre de vin et que vous dégustez nos bonnes bouchées. Donc, j'inviterai en premier lieu Laurier Turgeon à venir présenter la revue qu'il a sur Haïti. Oui. Alors, merci. Je sais que vous avez commencé tous à avoir soif et faim, alors je vais être très bref, d'autant plus que je n'ai pas dirigé ce numéro de Muséum International, j'ai simplement publié un article, mais lorsque Francine m'avait demandé si je voulais pas, Francine m'avait demandé si je voulais pas dire de mots, j'ai accepté avec plaisir parce que, bon, d'abord, j'étais très flatté d'avoir été sollicité pour publier dans cette revue, qui est publiée par l'UNESCO et qui est traduite en 6 langues, tirée à 20 000 exemplaires, donc c'est vraiment une revue qui est très connue sur le plan international. Et deuxièmement, et surtout parce que c'est un numéro qui est consacré entièrement à Haïti. Donc, il y a de nombreux auteurs haïtiens qui ont participé à la rédaction des articles, tous des gens qui sont très impliqués dans le patrimoine depuis de nombreuses années et qui ont disons, comme projet de contribuer à la relance d'Haïti à la suite du séisme qui, comme vous le savez, a été vraiment très dévastateur, surtout à Port-au-Prince. Donc, je pense que c'est un message d'espoir qui est véhiculé par ce numéro sur Haïti. Et puis, je voulais en même temps saluer les étudiants haïtiens qui sont ici avec nous et qui ont survécu le séisme, notamment Ronald Augustin qui est là au fond de la salle. Alors, merci beaucoup et puis bonne soirée. Et pour finir, j'inviterai notre président du jury de la médaille Luc Lacourcière, Yves Bergeron, à présenter un ouvrage dans lequel il a lui aussi pour lequel il a participé, un dictionnaire encyclopédique de muséologie. Je vais vous laisser expliquer. Oui. Merci, merci. Alors, c'était pas prévu, et heureusement que mon collègue Daniel Arsenault, avec qui on a fait le voyage tout à l'heure de Montréal à Québec, l'avait avec lui, parce qu'il y a un chapitre consacré à l'éthique, et on organise demain à l'UQAM, pour les jeunes chercheurs, une journée consacrée à l'éthique de la recherche en patrimoine.
Alors, un dictionnaire, c'est toute une aventure. Il est sous la direction de André Desvallées et François Mérès. Il faut dire que bon, nous sommes sept auteurs, donc quand même 3 Québécois, Philippe Dubé, Raymond Monti de l'UQAM et moi. C'est un livre qui permet de franchir, j'allais dire, c'est un passage aussi entre 2 générations. André Desvallées, qui est un des grands muséologues connus à l'international au sein d'ICOM, qui avait repris cette idée de Georges-Henri Rivière. Donc, c'est un projet qui remonte aux années 60, et les projets de dictionnaire et d'encyclopédie, c'est complexe. Laurier de Turgeon le sait, puisqu'il a eu le courage de reprendre ce projet d'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. C'est un travail collectif. Il est important pour la discipline qui est la muséologie, qui émerge, on le voit bien depuis quelques années, dans les universités en Europe, aux États-Unis et en Amérique, puisqu'on voit même d'ailleurs apparaître des programmes maintenant au premier cycle, pas simplement à la maîtrise et au doctorat. L'originalité de ce dictionnaire encyclopédique, il tient d'abord un premier corpus, 500 termes qui sont définis, et à cette partie encyclopédique où on retrouve 24 chapitres, 24 grands concepts qui retracent au fond la genèse de la muséologie et qui réfléchit en même temps aux grands enjeux que pose aujourd'hui la recherche, la médiation, l'éducation muséale et la muséologie même comme discipline. Donc c'est un projet donc, collectif. C'est un peu dommage parce que François Mérès, qui a dirigé l'ouvrage et qui en est vraiment l'artisan, et François était ici la semaine dernière au Québec pour participer aux États généraux des musées à la Société des musées québécois. Il aurait été très heureux de présenter le résultat de ce travail. Hein. C'est une genèse, si on remonte à l'origine, ça a commencé il y a une trentaine d'années, mais François a repris le projet il y a 8 ans. Travail collectif considérable et on l'espère que c'est un ouvrage qui aura un certain rayonnement. Enfin, jusqu'à maintenant, il a été d'abord validé par ICOM et on travaille depuis quelques semaines à une version, donc à la traduction en anglais de cet ouvrage et ensuite à une traduction en espagnol. Voilà. Merci. Hervé, on veut souligner ton départ aujourd'hui, même si ça fait presque 6 mois. Tu vois, presque 6 mois que tu nous as quittés. On voulait faire la chose à la rentrée, hein, avec ton accord, mais si tu ne te souviens pas encore des allures de début de session, eh bien, tu pourrais avoir quelques témoignages qui te permettraient d'avoir le goût de rester là où tu es. L'idée était de réunir donc le maximum de personnes pour toi et de pouvoir passer comme nous le faisons si souvent du scientifique au festif avec beaucoup de facilité. Et plusieurs personnes ont manifesté le désir de s'exprimer. Ce n'est donc pas mon intention de monopoliser aujourd'hui la parole. Je veux toutefois prendre quelques minutes pour exprimer ma très profonde gratitude à celui qui fut dès lors dans au moins 2 passages, hein, 2 passages du CELAT, celui du début des années 2000 et le CELAT du début des années 2010. Celui qui, sans doute, pourrait le mieux évoquer une grande partie de ce qu'a signifié dans les récentes années la transformation de la recherche, la transformation de la vie de chercheurs et tout ce que ça veut dire aussi pour les gens qui sont à la coordination, n'est-ce pas? Et je voudrais te dire aussi comment, dans le 2e passage, j'ai apprécié quelqu'un qui est venu un peu comme un ami, travailler avec nous. Un ami, c'est-à-dire chez quelqu'un chez qui on peut frapper et à qui on demande toutes sortes de choses. Les plus faciles comme les plus difficiles. Relire un petit texte, aider un étudiant, faire le pont entre les chercheurs, calmer les esprits quand il le faut, trouver le bon mot au bon moment, pouvoir dire qu'on n'est pas de bonne humeur et que ça ne va pas aujourd'hui. Et que dire de plus? Je veux donc exprimer à Gervais et
au nom de tous, toute ma gratitude, je le redis, pour ce dernier coup de collier qui a été swingé tout à l'heure, donné avant ton départ. Et ce n'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, personnellement, au bout de 30 ans à l'université, il y a des jours où je me pose des questions, hein, il y a des jours où on est plus fatigué, puis il y a des jours où on se dit... Et je pense à toi et je me dis, mais comment a-t-il fait? Justement, à un moment où on commence à poser des questions à la vie et à soi-même. Donc, ce soutien a été d'une importance capitale. Et quel fut mon plaisir le jour où tu es venu me dire que, pour des raisons qui sont les tiennes, tu souhaitais rester une année de plus avec nous et faire ce travail. Je n'ai pas pu imaginer que c'était seulement pour mes beaux yeux, si beaux yeux il y a. Mais quand même, j'ai apprécié ce mariage. Merci donc pour cette immense, importante contribution au nom de nous tous. Merci aussi, entre nous deux, pour la complicité des mondes alternatifs que nous partageons, pour les histoires à la Corto Maltese, que j'adore énormément, que tu me comptes, et j'espère que ça va continuer, et pour le vin partagé et à partager. Merci, Germaine. Alors là, il y a un petit protocole de suite de prise de parole. Moi, j'ai perdu mon papier de jaune. J'ai tout perdu. Tu sais, ça la suite. Oui, merci, merci. En fait, j'inviterai la personne qui a été l'initiateur du recrutement de Gervais Carpin à venir parler de Gervais Carpin. Donc, Lauriette Urgent, s'il vous plaît. Le quatrième, c'est là. Hein? Merci. Non, vraiment, je suis très ému et vraiment très heureux de pouvoir dire quelques mots en honneur de Gervais. Alors, je n'ai pas préparé de discours, je vais y aller de façon très impromptue. Et je dirais que bon, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai bien connu finalement au fil des années. Il a été un étudiant exemplaire, dans la mesure où il a toujours fait ce qu'il voulait. Et qu'il n'écoutait pas très souvent son directeur, ça serait de grande qualité. Non, pas tout à fait, mais il était très indépendant et tant mieux. Je pense que il avait raison puisque ses mémoires, il a publié son mémoire de maîtrise, il a publié sa thèse, il a eu plusieurs prix, des prix très importants pour sa thèse de doctorat. Donc ceci vraiment est à souligner et me fait entièrement honneur. Je ne me souviens plus exactement dans quelles conditions j'avais proposé ce poste à Gervais, mais je me souviens bien qu'il m'a dit, bon, je le ferai, mais juste pour une année. Ou enfin, il m'avait laissé entendre que ce serait pour une courte période de temps. Alors, je me dit, ben, tant mieux, parce que je ne me souviens plus, j'avoue que je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai perdu un peu la mémoire, mais on était dans une situation un petit peu difficile, puis il n'y avait personne, et Gervais venait de terminer, ou était en train de terminer sa thèse. Je lui ai dit, ben, écoute, est-ce que tu ne pourrais pas donner un petit coup de main au CELAC, parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un. Et il avait dit, bon, d'accord, et puis immédiatement, j'ai vu qu'il avait du talent pour le poste, parce qu'il se sentait à l'aise, il s'entendait bien avec tout le monde, il était très serviable, et donc ça s'est vraiment très très bien passé pendant que j'étais là, mais je pense que ce que j'ai constaté aussi, et qui m'a vraiment fait grand plaisir, c'est que Gervais a été tout aussi serviable, et peut-être même plus, envers mes collègues qui ont pris la direction du Sénat, Réginald, il y avait Marcel, et puis Francine, bien sûr, Guy qui était devenu directeur juste après moi. Alors, je vais m'arrêter là pour donner aux autres la parole, mais tout en remerciant encore Gervais pour ses bons et loyaux services et surtout pour son amitié. Merci. J'inviterai maintenant le directeur du CELAT à l'UQAM, qui a également beaucoup côtoyé Gervais Carpin, donc Daniel Arsenault. Merci. Je ne sais pas si on a besoin d'aller jusque-là maintenant. Bon, Gervais, ça fait vraiment plaisir de t'offrir mes souhaits de nouveau départ pour
même si ça fait 6 mois que tu es parti. Mais je dois dire que je connais Gervais. J'ai connu Gervais dans un premier temps comme collègue. J'étais post-doctorant ici à partir de 1994, dans les années 90. On s'est connus à ce moment-là et rapidement on est devenus amis. Et dans les années 2000, tu as été coordonnateur du CELAT, donc on a eu aussi à travailler étroitement, surtout ces dernières années, à partir du moment où je suis devenu directeur du CELAT à l'UQAM. Et j'ai vraiment apprécié ta perspicacité, ta patience, parce que tu m'as relancé souvent pour certaines demandes. Et je crois que tu faisais ton travail de façon exemplaire. Et je crois que une partie des succès du CELAT ont reposé dans tes mains. Et je dois te féliciter pour ce parcours professionnel. Mais je dois dire aussi qu'en tant que personne, ta vie a été une vie très riche jusqu'à maintenant. Je t'inviterais même à écrire tes mémoires si tu en as le temps, parce que c'est une vie fascinante. C'est Francine qui parlait de Corto Maltese. Je pense que ta vie a été celle de Corto Maltese. En fait, il faudra que tu la rencontres sous la forme d'une broche, parce que tu écris très bien aussi, il faut dire. Alors, je pense que ça sera une chose. Maintenant, tu habites à Tadoussac, sur la Côte-Nord. Je me suis posé la question, est-ce que tu es devenu... est-ce qu'on t'a invité finalement à faire partie de ce plan Nord qui est en développement? Peut-être, hein, et c'était pas de nous dire. Je vois passer tous les camions devant chez moi. D'accord. Bref, je sais que tu ne resteras pas inactif pour les prochaines années. Tu es un homme à tout faire, tu touches beaucoup de menuiserie, etc. Donc, on s'attend aussi à ce que tu aies des constructions, des transformations, des restaurations, etc. Alors, bon succès dans tes entreprises futures, parce qu'il y en aura plusieurs encore, j'en suis sûr. Merci. J'inviterai maintenant Réal Ouellet à dire un mot pour Gervais. Ça n'était pas prévu dans mon programme de journée, et puis j'ai écrit quelques notes ici pour être sûr que je ne dépasse pas le temps que je voulais consacrer, mais il y a des choses que je veux dire aussi au sujet de Gervais. Je ne me rappelle plus à quel moment je suis entré au CELAT. Je viens d'apprendre de Gervais que lui-même est entré au début du 21e siècle, quelques années avant. Si j'en crois une publicité des éditions du Septentrion datant de 1995, tremble Gervais. Je lis. Après 30 années de multiples métiers, Jack of all trades, qu'on a évoqué tout à l'heure, Gervais Carpin a renoué avec un désir de son enfance, devenir historien. On ne la connaissait pas, celle-là. J'ai connu Gervais pendant ces années où il voulait justement devenir historien dans un séminaire de textologie qui s'adressait d'abord à des étudiants de littérature, mais aussi à des étudiants d'histoire. Et dont le corpus était avant tout des romans québécois, je pense, du 19e siècle, et beaucoup sur la Nouvelle-France, mais une Nouvelle-France très large qui s'étend de l'Atlantique au Grand Lac et vers le sud jusqu'à la vallée du Mississippi. Pas besoin de dire que, aussi d'ajouter, on l'a déjà compris avec les propos des deux personnes qui m'ont précédé, que l'expérience humaine et universitaire de Gervais a été précieuse. On a évoqué ses travaux qui, je pense, sont marqués par sa largeur de vue, etc. Ces travaux universitaires manifestent en effet une compréhension très large de diverses questions ou domaines, et ils manifestent aussi un enthousiasme contagieux que nous avons pu apprécier ensuite quand il est devenu professionnel, coordinateur du CELAT, peu importe le titre qu'on lui donne. Il a tout de suite, je crois, perçu, senti l'esprit de solidarité qui nous animait quand, par exemple, nous accueillons des chercheurs plus jeunes ou des étudiants. Gervais, je le souligne, a contribué à créer aussi ce climat de cordialité chaleureuse, de recherche, qui me semble avoir marqué le CELAT. Est-ce que je soulignerai encore le soin avec lequel il préparait nos diverses réunions? Francine l'a mentionné tout à l'heure, et c'est ce que j'ai toujours connu de lui. Surtout ces réunions où il fallait demander une nouvelle subvention, ce qui me faisait sacré, ou défendre notre indépendance intellectuelle, notre manière de travailler, notre encadrement des étudiants, et ça remonte pas si loin en arrière.
Que dirais-je de plus sinon pour te remercier, Gervais, du travail. Est-ce que c'est du travail? Je ne sais pas, que tu as fait pour nous. Merci. Dans les années 80, alors qu'on avait nos enfants ensemble à la garderie. On est plus vieux que Et j'inviterai maintenant Bogomil Jouvozikikos à venir prendre la parole. Merci, mais je ne veux pas m'avancer là parce que je veux que ça soit très personnel comme nos relations. Bon, tout le monde a parlé de ta contribution à l'institutionnel. Moi, ce que je voudrais dire, pourquoi je voudrais te remercier, c'est que tes talents d'écriture ont permis à ces quelques rares personnes à travers qui ont lu mes textes de les lire un peu plus facilement. Et ça, un grand merci pour exactement ta rigueur, ta clarté. Ça, je trouve que, certes, nous en avons profité collectivement, mais j'en ai profité aussi personnellement, évidemment. Merci pour ton amitié, pour Climat. Et comme je sais que tu ne vas pas te reposer, j'ai sorti de ma collection cette arme pour que tu puisses poursuivre vaillamment tes autres combats. On peut l'ouvrir maintenant. On peut, à moins que tu décides de l'utiliser contre tout le monde. Là, c'est autre chose. Oh, Oh. Voilà. C'est quoi? C'est d'Océanie? Non, 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 c'est un couteau Kuba, donc Kuba de l'Afrique centrale. Ah oui, écoute, qui était jadis les combats, c'est devenu à l'époque, moi je l'achetais à l'armée d'apparat, évidemment. Ça ne servait peut-être qu'à des maris jaloux. Je suis très, très touché. Mais si. Au moins, c'est armé pour la vérité. C'est très beau. Très, très beau. Et comme toi, c'est la plusieurs ressort. Oui, oui. La plusieurs. Pour le fromage, l'excellent. Ah oui. Alors moi j'aurais quelque chose pour toi, Gervais. Alors quand Gervais s'approchait de son départ, la question que pouvons-nous offrir à Gervais? Il nous a tant donné. C'est compliqué. Et puis Gervais m'a dit, ben c'est compliqué les cadeaux, moi je suis genre ce genre d'homme qui on ne lui donnerait pas une cravate puis on ne sait pas quoi lui donner. Alors, et là on a discuté, puis il a dit ce que j'aimerais bien, alors c'est l'autre carrière que vous connaissez tous de Gervais, la construction. Mais ça a toujours été ça, la carrière. Et voilà, donc c'est le lien entre l'arme que tu viens de donner et l'arme que nous te proposons. Donc ici, tu vois, là-dedans, un faux chèque. Pour aller t'acheter des choses chez Home Depot ou chez Renault, selon ta région. Il faut que tu nous dises lequel est à Tadoussac et Oui. qu'est-ce qu'on fait, et puis là on organise la chose pour bien la finaliser. Mais comme d'habitude, étourdi comme je suis, ben, j'ai oublié d'aller acheter l'affaire qu'il fallait que j'achète. On a essayé de tourner ça correct, parce que les gens qui étaient là me disaient, ben, tu vas voir, ça va être correct. Donc, c'était, on va lui donner le choix du magasin. J'ai tout mon temps pour ça. C'est ça. Donc, l'arme finalement de son choix, c'est après l'arme symbolique. Et avec l'arme symbolique, c'est l'arme pour pouvoir poursuivre pas ta nouvelle vie, mais ta vie qui s'imposait de plus en plus, c'est-à-dire le plaisir de la rénovation. Merci. À toi, je pense, Gervais.
changer maintenant que c'est oui. Oui, excusez-moi, juste un petit mot. Oui. Bon, moi, je suis étudiante au département de sociologie et puis très récemment, 2 ans à peu près que je connais, là, je prends la voix des étudiants parce que j'ai vu beaucoup de collègues fait que là, je me permets finalement. Moi, un grand merci parce que l'UTT, votre convivialité, j'étais avec vous quand je me sentais chez moi venir au CELAC, j'étais très gênée, je connais presque pas personne d'entre vous, sinon 2-3 personnes. Et puis, je me suis toujours sentie à l'aise de venir ici comme étudiante et me sentir membre, comme membre étudiante. Puis, c'est grâce à vous, soit dit en passant. C'est la voix des étudiants. Je t'inviterai à venir prendre la parole. C'est sûr que, pour faire très bref, nous avons une relation très spéciale avec Gervais. Il y a rumeurs au même cours. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je suis la femme non déclarée de Gervais. Mais les rumeurs ne m'ont pas atteinte. En tant qu'ancienne étudiante du CELAC, justement, c'est exactement la même chose que j'ai ressenti en 2003 quand j'ai débarqué au CELAC. Donc Gervais, je te remercie de m'avoir accueilli comme ça. Je t'avais dit qu'un jour je te volerais ta place. Je ne pensais pas que ça serait le cas. Ça l'a été. Je te remercie pour ça aussi. Et moi, plus que coordonnateur, je suis contente d'avoir trouvé depuis 2003 un ami. Monsieur. Ces 17 dernières années, donc 17 dernières années avant tout à coup d'être rentier, ça s'est passé au CELAT, à partir de 93, quand tout à coup j'ai téléphoné à Laurier Turgeon en disant écoutez, je n'ai pas de secondaire, j'ai rien, j'ai 50 ans, actuellement je suis au chômage, je ne veux pas gagner le verre et je voudrais faire une maîtrise, mais je ne veux pas faire de premier cycle. Puis je sais pas, il a eu une intuition, ou alors il est joueur, et puis il a dit ok. Alors c'est là que ça a commencé, en 93, maîtrise, doctorat, et puis c'est vrai, en 2000, alors que j'allais partir pour la France dans un autre cul-de-sac qui est parfois, pas toujours, qui est un postdoc, donc j'avais un postdoc, on allait à La Rochelle, puis Laurier m'a dit bon ben il y a le poste de coordonnateur du CELAC qui s'ouvre, et puis ça t'intéresse-tu ou veux-tu aller faire ton postdoc? Je lui dis bon, à 57 ans, il faut arrêter de déconner, là, on va pas faire le postdoc, on va prendre le poste. Alors voilà, ça a été 10 à 11 belles années de travail. J'avoue que les dernières années, j'avais fait le tour du propriétaire, et puis il y avait un peu moins d'enjeux, donc je m'étais dit, bon, c'est le temps, bon, j'ai 67 ans, c'est le temps de partir à la retraite. Et puis, mais ça fait rien, ça a été des très très belles années, avec quand même beaucoup d'enjeux au départ, et dans un milieu tellement sympathique. Un milieu, quand je suis arrivé, évidemment, en 93, c'était toute la vieille garde qui était là. Voilà. Je ne connais pas tous, Marcel, Bobubile, Laurier même, et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Bonguy, c'est un jeune de la vieille garde, puis toi aussi tu es un jeune de la vieille garde, mais ça ne fait rien. Et toi tu es un très jeune de la vieille garde, mais enfin il y en avait d'autres aussi, donc voilà. Et j'étais dans un milieu où c'était encore un petit milieu lavallois, où c'était très... Il y avait une espèce de générosité qui était là, puis des gens qui s'entendaient entre eux. Et je ne parlerai pas du côté scientifique du tout, je vais plutôt parler du côté social et du côté humain qu'il y avait là. C'était très très intéressant. Et quand ça s'est ouvert à Montréal, et quand ça s'est ouvert à Chicoutimi avec Ediatoula, puis ensuite avec, pardon, Michael, m'excuse, je te vois, puis j'allais te dire, puis j'arrivais plus à le dire. La couleur, ça va pas. Alors tous ces gens de Chicoutimi aussi, notamment des gens de Laval qui sont partis à Chicoutimi, qui étaient, toi, Daniel, c'est Montréal. Qui sont partis à Montréal, je veux dire, toi, Lucie, Luc Nopen, tout ça, donc tous des gens qui étaient aussi de cette époque-là, qui sont partis à Montréal. Alors c'était toute cette ambiance et ça a été formidable. Et ça n'a pas seulement été formidable, mais comme je suis un vagabond du travail, je me voyais mal barré, moi, pour ma retraite. Et puis ces 11 années de travail ici comme coordonnateur, ça a tout débloqué. J'ai pu imaginer que, modeste, mais quand même, comme je suis quelqu'un qui vit modestement, tout est bon, quoi. Alors,
le CELAT, je dois tout ça. Et le CELAT, c'est pas seulement tous ses membres. Enfin, pour moi, ça n'a pas été seulement ça. Et puis la somme de tous ses membres, comme on dit toujours. Le CELAT, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier. C'est pas comme une personne, mais je me suis identifié un petit peu. Et puis en tant qu'historien, j'ai aimé aller voir ce qui avait été le CELAT depuis ses débuts. Puis le CELAT, c'est quand même 1944. Hein. Je suis né en 1944, on a le même âge, le CELAT. Hein, parce que c'est les archives de folklore de Luc Lacourcière, puis c'est lui qui a décidé que ces archives, cette chaire de recherche, deviendrait CELAT. Alors c'est vieux comme truc, puis je m'identifie à ça, je me sentais bien dans cet organisme qui avait toute une vie à lui. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai toutes ces choses-là, tous ces gens qui étaient là, et tous les étudiants aussi. Le CELAT avait cette particularité aussi de recevoir plein d'étudiants étrangers. Et c'est pas que les étudiants québécois sont pas bien, hein, mais les étudiants étrangers ont ceci de particulier, c'est qu'ils vivent plus ici. Les étudiants québécois sont plus chez eux, et les étudiants étrangers sont beaucoup plus à se retrouver un petit peu entre eux, puis un petit peu dans le centre et tout. Alors ce qui m'a permis, avec les gens qui venaient d'Afrique, de Roumanie, de France aussi, bon... Alors postdoc, étudiant, tout à coup d'avoir des belles relations, de les inviter à la maison, de faire des parties de pétanque, de faire des parties de tarot et tout ça. Grande joueuse de tarot et de pétanque aussi, elle m'a même battue à la pétanque, c'est pas difficile. Mais alors voilà, bon écoutez, je pourrais dire beaucoup de choses, aussi de tous les directeurs qui sont passés, avec lesquels j'ai collaboré, et c'est vrai que j'ai collaboré très fort. Pour moi, dès qu'un nouveau directeur arrivait, pour moi, mon rôle, je me voyais, toute proportion gardée et en toute modestie, comme Richelieu par rapport à Louis XIII. Je me voyais comme l'éminence grise, c'est-à-dire celui sur lequel il pouvait compter quoi qu'il se passe. Donc j'étais, oui, l'éminence rouge, oui. Alors ça a été ça avec tous les directeurs qui sont passés. J'ai voulu être la personne sur qui ils pouvaient compter, quel que soit leur style. Et ça a été vraiment des amis. Et jusqu'à Francine, la toute dernière, et voilà, et non la moindre. Et on en était avec Réginald à un moment du CELAT. Ah, mais Guy, le premier, après les La géographie. La géographie, oui. Je suis en train de lire Raoul Blanchard. Hein. Ah ouais. Ah oui. Tu peux prendre l'avance sur moi. Alors, donc, et puis à cette époque où donc Réginald était là, et puis qu'il fallait faire le renouvellement de la demande de subvention, et alors que ce CELAT avait été à l'avant-garde de tout ce que les organismes subventionnaires demandent, c'est-à-dire interuniversitaire avant qu'ils le demandent, je veux dire interdisciplinaire avant qu'ils le demandent, etc. Puis cette espèce de dichotomie des organismes subventionnaires à vouloir qu'on soit tout ça, mais à vouloir qu'on soit intégré en même temps. Ils veulent qu'on soit éclaté et puis intégré en même temps, chose très difficile à faire. Et puis il a fallu faire des réunions, savoir comment on va faire ça. Puis moi j'étais en train de me dire, parce que j'avais pensé à la retraite, bon, est-ce que le CELAT va mourir avec moi? Non, à cause de la demande de subvention qui arrivait en même temps. Et puis on était en train de chercher tout ça, et puis est arrivé, après le règne de Réginald, Francine avait toutes ces idées complètement farfelues, là, éclatées, tout ça. Ça a marché, tout a marché, puis ça marche fort, et c'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai voulu rester pour, étant la mémoire de tout ça, pour que ça marche jusqu'au bout, quoi. Puis merci à vous, merci au CELAT, mais merci à vous.